Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire organisé par le groupe Igencia Éducation. Nous avons aujourd'hui le plaisir de traiter des neurosciences et particulièrement appliquées à l'apprentissage. Donc, c'est les neurosciences en pratique, apprendre à apprendre. Alors, cette thématique, elle est chère au groupe Igencia Éducation à double titre. La première raison, c'est parce que nous sommes des spécialistes de la pédagogie. Et pour nous, il est important de se tenir informé et d'évoluer avec les neurosciences pour pouvoir être le plus adapté à nos publics. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que depuis le début de l'année, nous avons un nouveau titre qui a été enregistré au RNCP, qui est le consultant formateur et qui a un titre de niveau 6, où on traitera entre autres des neurosciences et de leur mise en pratique dans l'apprentissage. Pour donc traiter de ce sujet ambitieux, j'ai le plaisir d'accueillir donc Stéphane Ginocchio, qui est conférencier et enseignant au Collège de Paris, où il se spécialise en neurosciences appliquées. Il intervient également en formation continue, bien sûr, pour le groupe Igencia Éducation et le pôle formation continue depuis de nombreuses années. Stéphane a commencé sa carrière, alors c'est un peu étonnant, en radiologie, avant de se tourner vers l'enseignement de la radioanatomie. Ensuite, il a fondé une start-up dans le domaine médical et pendant 7 ans, il la dirige avant de la revendre. Depuis, il se consacre à l'étude du cerveau et à ses applications dans divers domaines comme l'entreprise, donc à travers le management. On verra que les neurosciences peuvent également être intéressantes dans l'application, mais également, bien sûr, la pédagogie, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Il a participé à de nombreuses publications, presse, scientifiques, et il a également écrit un ouvrage, publié d'ailleurs un ouvrage aux éditions EMS en 2024 sur les neurosciences éducatives. Donc aujourd'hui, Stéphane va nous parler de neuropédagogie, un domaine qu'il explore comme les neurosciences et qui peuvent donc améliorer nos pratiques éducatives. Je te laisse la parole. Merci. Ah si, petit détail à tous, je vous invite à laisser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. On se laissera un quart d'heure pour répondre à vos questions et voilà. Place à toi, Maestro. Eh ben, merci Elodie, merci de cette invitation. C'est un vrai plaisir de partager et j'espère que je vais réussir à vous le partager. En tout cas, c'est mon ambition. Vous avez juste remarqué, il y a marqué learn to teach. Oui, parce qu'en français, apprendre à apprendre, ça pourrait dire pour les enseignants ou pour les apprenants. Il se trouve que les deux sont vrais. Mais le cours n'est pas le même. Entre apprendre à apprendre aux apprenants et apprendre à apprendre aux enseignants, c'est pas tout à la même chose. Et d'ailleurs, on va commencer par apprendre à apprendre, learn to teach. Alors, pourquoi la neuropédagogie? Tout simplement parce que apprendre, on le sait aujourd'hui, c'est établir de nouvelles connexions entre les neurones du cerveau. Et la neuroscience permet d'expliquer physiologiquement, anatomiquement, regardez comment ça fonctionne, des phénomènes pédagogiques qui jusque-là étaient basés sur l'observation, le comportement. Ça marchait bien, mais on n'était pas tellement performant dans ce que l'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire des croyances qui s'étaient installées, mais qui n'étaient pas tout à fait vraies, avec même des gens qui avaient développé des théories, etc. Mais aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas tout à fait, mais on va en revenir, pas de teaser, plus que ça. Donc l'idée, c'est de comprendre les effets des pratiques pédagogiques, ou presque, puisque, je vous ai dit, il y a des neuromythes, on va regarder ça ensemble. L'idée, c'est de savoir pourquoi, dans chacune des situations éducatives, on peut être utile ou pas, est-ce qu'on peut transmettre bien ou pas. Et tout ça, ça passe peut-être par une réflexion que peuvent avoir les philosophes chinois qui disent « quand le sage montre la lune, les idiots regardent le doigt ». Alors, il se trouve qu'on n'a pas d'idiots dans nos apprenants, mais pourquoi les gens ne font pas exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent? Tout simplement parce que Ali Chacon nous explique que nous sommes experts de nos intentions. On a toujours des bonnes intentions. Mais entre l'intention et l'impact, il y a tout un chemin parce que les apprenants sont experts de l'impact de nos formations. Et en réalité, enseigner efficacement, c'est peut-être marier l'intention avec l'impact. Vous allez dire, OK, mais revenons à la question, pourquoi certaines situations d'apprentissage sont performantes alors d'autres ne le sont pas? Tout simplement parce que l'équation de la performance, c'est Whitmore qui dit ça, l'équation de la performance, elle dépend du potentiel. Ce potentiel, on n'a pas tous le même, on pourra l'augmenter, mais l'équation n'est pas tout à fait juste. L'équation de Whitmore, c'est performance égale potentiel moins interférence. Et les interférences dégradent la performance.
En réalité, ce qui fait les interférences, c'est le cerveau humain. Alors, je vais vous dire, ce qui fait la performance, c'est le cerveau humain. Ce qui fait les potentiels, c'est le cerveau humain. Et ce qui fait les interférences, c'est le cerveau humain. Sauf que moi, pour améliorer mon enseignement, je vais avoir envie d'augmenter les potentiels et de réduire les interférences. Ce qui paraît logique, c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder ensemble. Alors, regardons de plus près. Parce que quand on n'est pas en mesure de changer une situation, il va falloir essayer de nous changer nous-mêmes. Et ça commence par créer un état d'esprit propice. On va développer. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà posé la question de la réalité de votre bande passante, c'est-à-dire de votre potentiel d'implication là, maintenant, aujourd'hui? Moi, je me suis posé la question tout à l'heure et d'ailleurs, j'ai pris les bonnes précautions. J'ai créé un état d'esprit propice. Alors, avoir un potentiel d'implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un tuyau comme ça pour m'impliquer, je peux considérer que la fatigue réduit le tuyau. On le sait, hein, quand on est fatigué, on est moins bon que d'habitude. Et quelquefois, cette bande passante peut être en partie occupée par des préoccupations. D'ailleurs, quand vous développez le mot en français, préoccupation, ça veut dire qu'on est déjà occupé en partie, ça veut dire qu'on n'est pas capable de donner et de recevoir de la même façon. Or, un enseignant doit transmettre son intention pour que l'impact soit au rendez-vous. Alors, vous allez me dire, d'accord Stéphane, c'est très bien, mais du coup, je fais comment? Et la réponse, c'est Illich qui nous la donne. Il y a pas mal de sujets, mais il y en a un en particulier, c'est la loi de contre-productivité d'Illich. Toutes les 2 heures, on a besoin de faire une pause, pas une pause café, hein, une pause du cerveau. Quand on court beaucoup, pour se reposer, on s'assoit. Et nous, on se sert beaucoup de notre cerveau et pour se reposer, on continue à s'en servir. Ce qui paraît un peu incongru, mais c'est un réflexe de survie. Pour ça, il va falloir contrebalancer. Et pour contrebalancer ce réflexe, il va falloir prendre une pause que l'on appelle cognitive, une pause du cerveau. Vous allez dire, c'est bien, c'est une bonne intention, mais comment on fait? Forcément, j'ai prévu la diapo suivante pour vous montrer comment on fait. On va chercher à faire en sorte que notre cerveau se repose. Je vais vous prendre 1 minute 30. Vous allez dire, mais Stéphane, il y a 45 minutes, 1 minute 30, c'est grand. C'est pas grand, c'est utile. Et depuis ce matin, vous travaillez. Là, on va faire une petite pause. Fermez les yeux. Fermez les yeux comme moi et concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez détendre vos épaules, détendre votre mâchoire et vous allez inspirer. Imaginez un carré. Vous allez inspirer dans l'angle et expirer tout le long du côté. Inspirez dans l'angle et expirez tranquillement tout le long du côté. Vous allez faire le tour du carré tranquillement. En réalité, à chaque fois que vous expirez, vous vous détendez un petit peu plus. Chaque fois que vous expirez, vous descendez en réalité les marches d'un escalier, un escalier qui vous mène vers votre plage préférée. Vous descendez, ça y est, vous commencez à sentir l'odeur de la mer, le soleil caresse votre peau, le vent vous caresse légèrement, vous sentez l'odeur de l'iode et vous entendez le bruit des vagues aller et revenir, vous entendez les enfants jouer. Ça y est, vous êtes arrivé. Et là, à chaque inspiration, vous faites le plein. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Et simplement, vous profitez de cet instant. Ça y est. La pause est terminée, je l'ai fait un peu courte. Alors, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous applaudir. Bravo, c'est super. Et surtout, respirez fort comme une femme qui est en train d'accoucher pour remettre de l'oxygène dans votre cerveau. Alors, vous allez dire, Stéphane, mais pourquoi avez-vous fait ça? La réponse est simple. J'ai fait en sorte de réduire le taux d'oxygène dans votre cerveau, puis de passer le pare-feu, le firewall du cerveau qui dit « Non, ne t'arrête jamais, tu te rends compte de ce que tu pourrais faire de ces 2 minutes ». Et je lui ai donné plein d'informations sensorielles. On appelle ça de l'auto-hypnose. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans le replay, vous le ferez tranquillement, vous verrez, c'est passionnant. Il y a même un endroit où j'ai enseigné aux enseignants qui est SMA Lyon, et aujourd'hui, ils font des pauses, alors humblement Ginocchio, mais avec leurs étudiants, toutes les 2 heures, ils font une vraie pause cognitive, et ils ont dit, effectivement, la concentration a augmenté, surtout avec cette génération Z, qui a l'habitude de un peu de se disperser. Donc, je vous invite vraiment à faire ces pauses pour vous et à faire les pauses avec les étudiants. Toutes les 2 heures, c'est ce que font d'ailleurs les gens du GIGN. Hein, c'est comme ça que je l'ai appris par un ami qui est un ancien du GIGN, mais les grands sportifs, enfin voilà, tous les gens qui veulent de la performance. Donc, il n'y a pas de raison que nous, enseignants, on ne le fasse pas.
Et puis juste le soir, petite remarque, il va falloir baisser la charge émotionnelle aussi de la journée pour bien dormir, tout simplement parce que si je ne fais pas le sas émotionnel, je dors pas bien. Quand je dors pas bien, c'est comme si je travaillais sous l'emprise de l'alcool. Alors quand je vous dis ça, je l'invente pas. À chaque fois, dans toutes les diapos, vous retrouverez les liens scientifiques, les DOI, etc. C'est démontré. Donc vous imaginez que vous n'avez pas envie d'enseigner comme si vous étiez sous l'emprise de l'alcool. Donc il faut à la fois se reposer, à la fois bien dormir pour créer les bonnes conditions. Et on arrive à avoir un cycle finalement de rendez-vous qu'on a avec soi-même et qui permet d'optimiser notre capital d'implication. Et je vous rappelle que dans les avions, quand il y a un trou d'air, on nous demande de respirer nous-mêmes en premier avant d'aider les autres. Alors, commencez à respirer vous-même en tant qu'enseignant avant de faire respirer les apprenants, évidemment. Cette bande passante, elle fluctue. Ne vous attendez pas à avoir quand même tous les jours le même résultat. C'est logique. Elle fluctue légèrement. On appelle ça le bruit cognitif. Mais peu importe. Alors maintenant qu'on a parlé de nous, parlons du cerveau des étudiants. Ça nous intéresse aussi. Eh oui, les étudiants ont un cerveau qui donne aussi des potentiels et qui donne des interférences. Alors en réalité, il fonctionne un petit peu comme le nôtre, donc il va falloir faire des pauses, les inviter éventuellement dans apprendre à apprendre, mais aux apprenants, apprendre à apprendre à faire des sas émotionnels, etc. Mais c'est un autre sujet, on en parlera dans les questions si vous voulez. Donc l'idée pour nous, c'est de reprendre cette équation de la performance et de dire, voilà, la performance, c'est des potentiels et c'est des interférences. Donc je vais augmenter les potentiels, réduire les interférences avec mes apprenants dans ma transmission. Et ça commence par économiser la fatigue cognitive. Et oui, là, ça fait 10 secondes que vous regardez mon visuel et vous dites, il veut nous montrer le cercle bleu au milieu ou les cercles noirs autour. Et oui, quand je suis incongru, j'engage un choc des idées. C'est une image, mais c'est pas tout à fait faux en neurosciences. Et le choc des idées, ça crée un frottement, une fatigue cognitive qui est inutile. Donc, faites simple. Et oui, j'ai dit fatigue cognitive. Oui, effectivement, fatigue cognitive, c'est l'empamnésique. Notre mémoire de travail, ce qu'on est capable de faire en même temps, a une capacité limitée. Et d'ailleurs, je fais toujours un test dans mes cours. Ce test, c'est le burger de la mort. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un test qui est issu d'un jeu télévisé. Vous posez 10 questions simples. Quel est le prénom de votre arrière-grand-mère maternelle, votre couleur préférée? Vous voyez, des choses simples. Mais les gens n'ont pas le droit de prendre de notes sur la moitié de la classe. Et l'autre moitié de la classe, ils ont le droit de prendre des notes. Et à la fin, je leur dis, le premier qui restitue tout dans l'ordre sans se tromper a gagné. Tous ceux qui ont pris des notes rigolent tellement c'est simple. Tous ceux qui n'ont pas pris de notes s'arrachent les cheveux parce que c'est impossible quasiment. D'ailleurs, dans le jeu télévisé, on gagne une voiture quand on y arrive. Donc, vous imaginez. Bon. Donc, je leur demande de prendre des notes. Évidemment, s'ils prennent des notes correctement et structurées, et pour ça, il y a des méthodes, je leur apprends à prendre des notes structurées pour retrouver et pas s'économiser dans la technique pour s'économiser dans le temps et dans l'énergie qu'on met. Et puis, je leur fournis toujours le PDF, bien sûr, ou un replay comme vous allez avoir aujourd'hui, pour qu'ils puissent tranquillement revoir à leur rythme. Tout le monde ne travaille pas au même rythme. Ça, c'est l'empamnésique. Et cet empamnésique, il va faire qu'en fonction du type de tâche que vous leur proposez, vous allez l'user plus ou moins vite. Ce tampon n'est pas illimité et vous allez l'user surtout quand vous faites des tâches complexes, des tâches difficiles pour la personne, pas pour vous dans votre intention, difficiles pour les gens, qu'elles soient nouvelles pour les gens aussi, des exigences élevées, et quand les gens sont distraits parce que vous n'êtes pas assez clair, parce qu'il y a du bruit dehors, parce que peut-être des fois il faut alléger le cours parce que les conditions n'y sont pas. Et je vais vous redonner un exemple ici. Imaginez que vous avez des étudiants, vous leur demandez combien de points. Bon, ne comptez pas, regardez maintenant ici, combien de points? C'est beaucoup plus facile. Effectivement, quand vous organisez les informations par grappe, avec des titres, avec le plan, en transmettant le plan, simplifiez. Allez à l'essentiel, vous verrez que les techniques de simplification de lecture évitent la surcharge. Allez un peu plus loin, le visuel est très important. D'ailleurs, si je vous demande d'écouter un bruit de fond, vous allez faire ça. Ou si je vous demande de sentir un parfum, vous allez faire ça. Vous fermez les yeux ou vos yeux regardent dans le vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cerveau est occupé à 50% par le visuel. Et donc, si vous libérez le visuel, c'est bon. Mais si vous utilisez le visuel, c'est l'inverse. Ça imprègne plus. Et attention, évidemment, à chaque fois, il y a un pendant. Si votre visuel inquiète,
ou perturbe, comme ici. Hein. Alors, ce n'est pas une grande publication universitaire, c'est Mario Bros, j'adore. Vous voyez ici, quand vous les jouez, c'est dangereux. Et puis, si je regarde ici, ça l'est moins. Et pourtant, le niveau de difficulté est le même. C'est juste un axe de présentation. Donc, quand vous présentez, essayez d'avoir une objectivité, non, une subjectivité positive, rassurante. Votre job, c'est de créer les conditions propices, rappelez-vous. Donc, il vaut mieux tricher un peu avec la réalité pour qu'elle soit apaisante et que les gens n'aient pas à se défendre et qu'ils aient juste à écouter ce que vous avez à dire. Et du coup, je vais même rajouter que quand on est stressé, on est moins intelligent. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « Oh là là, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi ». Bon, en neurosciences, on dit qu'à chaque fois que le stress est trop important, on perd notre lucidité, notre capacité à écouter et à apprendre. Donc, si vous stressez les étudiants, ils n'auront pas de capacité à écouter et à apprendre, comme si vous les rassurez. Et d'ailleurs, on le montre en IRM, hein, ici c'est de l'imagerie par résonance magnétique, on a mis une mère et son enfant et on voit s'allumer dans la confiance mutuelle des neurones miroirs. C'est-à-dire que les neurones s'allument dans les deux cerveaux en même temps. C'est le neurone miroir. Et si vous créez un environnement qui est perçu, vous avez remarqué que perçu, en gros, hein, perçu, sécurisé par les apprenants, alors ils vont avoir une plus grande flexibilité cognitive, une plus grande capacité à vous écouter, à comprendre, à apprendre et même à mémoriser. Donc l'idée, c'est que l'insécurité relationnelle, c'est une interférence, la confiance, le leadership, le mentorat, c'est un potentiel. Mais au fait, la confiance, c'est quoi? Alors, franchement, si on était en présentiel, je vous ferais faire un jeu, je le fais faire tout le temps dans tous mes cours. Les gens se mettent debout et vont ressentir la confiance. Donc, vous voyez, il y a une personne qui se met devant et qui se laisse aller en arrière, l'autre personne reçoit. Ça ne demande aucun matériel, c'est très simple et tout le monde peut le faire, même des gens qui ont du mal un peu au lâcher-prise ou vous arrivez à le faire. On en discutera dans les questions si vous voulez. Et je ne sais pas, je l'ai fait sur, allez, si je vous dis 2000, 3000 personnes, je ne sais plus, ça marche tout le temps. Et les gens vont ressentir la confiance. Et quand les gens ressentent la confiance envers vous et vous envers eux et eux entre eux, alors ils n'oublieront jamais ce sentiment. Leur cerveau le considère comme acquis. Et donc, il n'y a plus de questions à se poser et donc, ils n'ont plus qu'à vous écouter. Et Maya Angelou disait, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et si je vais plus loin, rappelez-vous de la Madeleine de Proust dans La recherche du temps perdu, les émotions sont quelque chose qui imprègne durablement. Je pourrais aller plus loin en vous disant que les émotions, c'est proche de l'hippocampe, etc. Mais c'est compliqué et c'est pas grand intérêt aujourd'hui. Mais juste sachez qu'une émotion forte, on l'oublie jamais. Vous allez me dire, d'accord, mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, ça marche pour tout le monde, mais ça ne marche pas forcément de la même manière pour tout le monde. Mais on va regarder. Ici, essayez de compter les points noirs. Bon, arrêtez, c'est impossible, c'est infernal. Tous fait pareil, on est des semblables, mais on n'est pas des identiques. Parce que regardez ce clown, la dame a peur. Moi, personnellement, le clown, ça me donne envie d'aller au cirque, ça me rappelle mon grand-père, le festival du cirque de Monaco. Mais il y a des gens qui le voient plutôt comme ça. C'est-à-dire que le clown peut faire peur. D'ailleurs, il y a un nom pour ça, la clownophobie. Et pour le coup, qu'est-ce que je dois en penser? Moi, j'avais une bonne intention. J'ai montré un clown, mais l'impact n'était pas au rendez-vous que je croyais. Ça veut dire qu'il y a une dissociation entre ce que je pense et ce que les autres vont en faire, ce que les autres vont ressentir. Et ce qui m'intéresse, c'est que si l'impact doit être au rendez-vous, la confiance doit être ressentie. L'émotion doit être ressentie. Et on est tous différents, tout simplement parce qu'on est des quotients variables. Quotient intellectuel, vous le savez, mais aussi quotient émotionnel. Vous avez remarqué que j'ai mis un petit truc Anne, on va en reparler tout à l'heure, parce que le bonnet d'Anne, c'est pas tout à fait care, c'est pas tout à fait prévoyant. Et on a même des gens qui ont des profils cognitifs différents. Mais ça aussi, on va en parler. Des profils de communication différents. Mais on va en reparler aussi. Au bilan, on a même une recherche récente qui montre qu'il y a des gènes qui modifient la mémorisation. Donc, c'est vraiment indépendant de la volonté. Il y a des gens qui peuvent, malgré toute leur bonne volonté, et vous, malgré tout votre investissement dans votre intention, ne pas être au rendez-vous de l'apprentissage. C'est possible, effectivement. Chaque cerveau possède en réalité un câblage unique. Et donc, les potentiels sont variables, les interférences sont variables. Et l'effet de vos actions
sont différents. C'est logique. Nous sommes des semblables, mais nous ne sommes pas des identiques. Et oui, j'ai dit semblable. Semblable, alors on va voir ce que ça veut dire. Semblable. Petit test. Concentrez-vous, ne levez pas la main gauche. Bon, aucune main se lève. Ne comptez pas 3 plus 2. Ah, pas de chance. Vous avez tous 5 dans la tête. Obligatoire. Personne ne peut faire autrement. Le cerveau, en réalité, fonctionne malgré vous. Et essayez de lire cette phrase. Selon une étude. Ah oui, vous avez lu selon une étude de l'université de Cambridge. Mais ce n'est pas du tout ça qui est marqué. Et arrêtez, ça va vous faire mal parce que le cerveau veut son confort. Vous êtes des humains, je suis un humain, nous sommes des semblables. Les apprenants sont comme nous, ils cherchent leur confort. Donc, si vous mettez quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous voulez dire, eux vont le transformer en allant raccrocher les wagons à ce qu'ils connaissent déjà, à leur bibliothèque de connaissances. Vous avez remarqué que sur le côté, j'ai mis « Votre cerveau vous joue des tours », mais le mot « cerveau », il est écrit n'importe comment. Je vous conseille de lire ce livre. Il est passionnant, n'est-ce pas, Élodie? Et le monsieur est passionnant. Mais votre cerveau, comme le mien, avait retourné ce mot qui n'existe pas, mais on s'est dit, tiens, ça doit ressembler à ça. Donc, en réalité, je suis capable, vous êtes capable, vos apprenants sont capables de tricher avec la réalité pour ramener quelque chose de plus confortable. Et je vais aller plus loin. En réalité, on génère des interférences en permanence qui font perdre notre lucidité. Ici, petit tour de magie. Choisissez une carte. Allez-y, choisissez. Vous l'avez. OK, je vais la faire disparaître. Juste la vôtre. Juste la vôtre a disparu. Bon, si vous voulez, je vous expliquerai le tour à la fin. Et puis, on va aller plus loin. Ici, regardez. Vous voyez quoi? Vous voyez un chien, un chat, un lapin peut-être? Vous voyez ça, vous êtes trompé, encore votre cerveau vous a joué un tour, parce que c'était uniquement des photos de gens qui se sourient. Sauf que je n'ai pas bien exprimé mon intention. Je dis ça, mais quelquefois en cours, je ne suis pas assez précis dans ce que je veux obtenir et les gens s'égarent. Vous voyez comment ça marche? Ce n'est pas de leur faute, hein. Vous venez de tomber dans le piège, vous aussi. Et puis ici, est-ce que vous êtes capable de voir l'erreur ici sur cette image? Je vais faire court, en réalité, l'erreur, c'est le mot « voir » qui est répété 2 fois. Mais juste, votre cerveau a considéré que c'était un doublon, qu'il fallait l'éliminer. C'est comme ça qu'on peut occulter des images qui sont devant nous, qui sont pourtant tellement évidentes. Un étranger lirait cette phrase, il trouverait tout de suite. Mais nous, on a tellement l'habitude qu'on a considéré que c'était un doublon inutile. Donc, je rappelle un petit peu où on en est. On en est que nos étudiants, qui sont des semblables hein, quand même, avec un cerveau, sont comme nous, ils sont capables de changer la réalité, ils sont capables d'enlever des choses, ils sont capables de chercher du sens quand il n'y en a pas, ils sont capables… tiens, regardez cette image. Est-ce que vous pouvez trouver l'erreur sur cette image? Enlever le doublon, hein, ce n'est pas le même jeu. Je vais vous faire rapide. Il manque le banc sur l'image. Juste qu'on est des quêteurs de sens et nos cerveaux sont capables, cette fois-ci, non pas d'occulter, mais de rajouter encore quelque chose qui n'existait pas parce qu'il faut que ça soit confortable. Et au bout du compte, on se retrouve avec un cerveau qui mélange tout. Et ici, si je vous demande de croquer les yeux fermés, vous allez avoir du mal entre croquer le chien ou croquer le muffin ou compter les muffins, compter le chien, parce que notre cerveau, finalement, arrive pour aller vite à faire des stéréotypes. Il voit 3 points noirs avec une petite bouille, c'est un chien, mais 3 points noirs qui sont peut-être du chocolat avec un gâteau, c'est peut-être un gâteau. On n'arrive plus à faire la différence. Au bout du compte, nous sommes des êtres rationnels et informés, mais juste un peu et de temps en temps. La plupart du temps, nous ne sommes ni rationnels ni informés. On est guidés par des choses qui commencent, quoi qu'il arrive, par nous tromper. D'ailleurs, ici, si vous croyez que c'est un tapis volant, prenez 2 minutes pour comprendre que c'est le reflet d'un drapeau. Il n'y a pas de tapis volant. Le tapis volant, c'est dans les films ou dans les contes pour enfants. Celui qui pense, disait le penseur Alain, commence toujours par se tromper. Bon, par contre, si on se trompe systématiquement, et surtout dans les choses qu'on croit connaître, les raisons sont toujours les mêmes. Et ces raisons qui sont toujours les mêmes viennent du fait que nous sommes trop vite dans l'évolution du cerveau par rapport à l'évolution de la civilisation. Et on a dû acquérir des réflexes, des raccourcis du cerveau, on va appeler ça des biais cognitifs, des raccourcis du cerveau qui nous habitent tous et qui font que on peut faire des choses facilement pour notre survie, surtout à l'époque. Mais aujourd'hui, ça nous guide dans nos actions du quotidien. On va en parler tout à l'heure, je vous donnerai un exemple. Mais ces biais cognitifs qui sont aujourd'hui référencés au nombre de 184,
nous joue des tours. Vous l'avez vu, je viens de vous le prouver, puis vous venez de tomber dedans, mais comme j'ai fait la première fois, hein, j'adore ça. Donc, du coup, comment faire en sorte que nos pratiques pédagogiques réduisent les interférences liées à ces biais cognitifs qui sont finalement inhérents à notre humanité? Comment faire cela? On va voir un tout petit peu plus loin comment faire. On va utiliser en réalité la possibilité que le cerveau a de changer ses chemins. Parce que le cerveau, il n'est pas figé, il est plastique. Ça s'appelle la plasticité synaptique. Et oui, j'ai dit plasticité pour apprendre. Oui, je sais que c'est un gros. Bon, on va creuser, vous inquiétez pas. On ne va pas utiliser que des gros mots pour ne pas comprendre. On va imaginer. Quand vous m'écoutez en ce moment, votre cerveau, c'est une sorte de ciel étoilé la nuit quand il y a un soir d'orage. Et chaque fois qu'il y a une idée qui vous traverse l'esprit, je reprends l'expression française, vous avez un éclair qui passe. Et quand vous estimez que cet éclair, il peut vous être utile, alors vous prenez une photo et vous figez l'éclair. Bon, au niveau synaptique, vous ouvrez tous les chemins pour créer ce raccourci. Et c'est comme ça que vous allez changer le raccourci qui était là avant par l'apprentissage. Par contre, cette flexibilité cognitive, elle a un coût. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire. 15 minutes, on vous laissait que le volant, vous êtes ressorti, vous avez transpiré partout, vous étiez mort pour la journée. Alors que maintenant, vous conduisez, vous pensez à autre chose, vous chantez, vous réfléchissez, vous le faites sans y penser. Eh bien, c'est exactement ça qui nous arrive. Kahneman nous explique qu'on a 5% de notre temps de la journée où on réfléchit. Et il y a 95% qui est un système rapide, sans effort. Et apprendre, je vais vous donner un secret, c'est de passer de l'explicite à l'implicite. C'est de faire en sorte que quand j'ai appris à conduire, je n'y pense plus quand je le fais. Quand vous enseignez à vos apprenants, l'idée, c'est qu'à la fin, il est intégré. C'est su, compris, maîtrisé, acquis. Acquis, ça veut dire qu'ils le font sans y penser. Et on va pouvoir changer comme ça ce qui était inné par la plasticité et on va engager des chaos figés sur ce qui nous intéresse pour travailler à mémoriser ces chemins et qu'enfin, ils ressortent grandis, meilleurs après nos enseignements. C'est le but, c'est pour ça qu'on vient le matin, évidemment. Et oui, j'ai parlé de mémoriser. Ça, c'est encore un nouveau mot. Bon, ne vous inquiétez pas, les diapos suivantes vont nous expliquer ce que c'est. L'humain a appris à mémoriser parce que tous ceux qui ne l'ont pas fait, nous dirait Darwin, sont morts. Si on ne mémorisait pas qu'un poison était rouge à cet endroit-là, on en mangeait un derrière et puis le deuxième mourait, le troisième, jusqu'à ce que tout le monde ait compris qu'il fallait faire attention. Faire attention, ça veut dire avoir mémorisé ce qui était dangereux. Donc, on mémorise de toute façon systématiquement ce qui a un lien avec notre survie. D'ailleurs, si vous vous faites mordre par le chien du voisin, vous n'allez plus jamais pouvoir voir le même type de chien. Contre le nom du chien, vous allez complètement l'oublier, peut-être même vous ne le saurez pas, parce qu'il y a une information qui est cruciale pour votre survie et l'autre qui est accessoire. Ça veut dire que là, je suis en train de vous expliquer que si quelque chose n'est pas vital, vous n'allez pas le retenir, parce que l'humain n'est pas fait comme ça. Bon, dans nos enseignements, je n'ai pas l'impression que ce qu'on enseigne soit vital. Donc, il va falloir trouver des subterfuges pour intéresser le cerveau, une sorte de marketing de l'attention. J'attire ton attention, je t'explique pourquoi c'est important et je t'explique pourquoi il faut le retenir et je vais même te donner des techniques pour le retenir. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça va passer comme le nom du chien. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi le cerveau humain efface des choses? On dit toujours que le cerveau humain, on n'en utilise qu'une petite partie, etc. Je ne cherchez pas qu'on en utilise ou pas une petite partie. C'est comme ça, l'humain est ainsi fait que son cerveau est comme un ordinateur ou comme aujourd'hui l'IA qui ne retient pas votre chat d'avant parce que tout simplement, il a besoin de place. Il sait faire plein de choses, mais il a besoin de place. Donc, le fait d'oublier fait partie de l'humain. C'est logique. Donc, on a posé que la mémorisation dépendait de la survie, que nos enseignements ne dépendaient pas de la survie. Comment faire pour leur faire retenir? Parce que si on ne fait rien, au bout d'un mois, tout a disparu. Tout a disparu. C'est la courbe d'Ebbinghaus. Alors, si tout a disparu, il va falloir faire un effort. Et c'est dans la mémorisation que vient la notion de temps et d'effort. Il va falloir encoder le cerveau et lui expliquer comment garder tous ces éléments. Et pour encoder, il va falloir faire passer et repasser par un circuit qu'on appelle le circuit de Papez. Je vous ai mis le petit clin d'œil avec la Casa del Papel. Et on va le faire avec un certain rythme, avec une certaine fréquence. Ça, c'est la courbe d'Ebbinghaus aussi. Au bout du compte, l'automatisation passe par la répétition et l'entraînement. 3 à 5 passages au minimum pour mémoriser, 21 jours pour ancrer.
Et oui, alors je crois que j'ai utilisé un autre mot là, ancré. Bon, ça suit. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ancrage. Vous vous rappelez toutes et tous où vous étiez quand vous avez appris pour le 11 septembre, ou pour les plus jeunes d'entre nous, vous avez appris quand vous alliez être confiné. Vous savez exactement. La veille, le lendemain, vous ne savez pas. Mais ce jour-là, à cet endroit-là, vous saviez où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous étiez en train de faire. Ça s'appelle l'ancrage. Pourquoi? Parce que l'émotion forte, le choc émotionnel est juste à côté de l'hippocampe. L'amygdale, l'hippocampe communiquent et créent un lien très, très dur qui, normalement, est utile à notre survie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'instinctif, de reptilien, de très... Alors, le problème, c'est que quand on a appris quelque chose d'émotionnel négatif, on le fuit. Parce que c'est le phénomène de survie. Ça veut dire que si dans un cours, vous avez fait une impression négative, d'ailleurs vous-même, vous n'aurez pas trop envie de retourner avec cette classe, bon, je ferme la parenthèse, mais les apprenants peuvent ne pas avoir envie de revenir vers vous aussi. Donc il va falloir gérer l'émotion, l'empreinte émotionnelle. Et je vais vous dire par quoi ça passe par les mots. Les mots, en réalité, je crois que Victor Hugo disait que c'était le reflet de l'âme. Les mots sont importants. Je vais vous raconter une petite histoire que je raconte toujours dans les cours. Deux groupes ont été mis par Loftus et Palmer dans deux endroits, deux pièces séparées. Ils montrent la photo de l'accident que vous avez ici au milieu. Premier groupe, il leur dit « Est-ce que vous pouvez décrire l'accident ?» Bon, les gens décrivent l'accident avec un papier, un crayon. En réalité, ils s'en moquent, ça ne les intéresse pas. Vous allez voir, l'expérience est plus lourde. Le deuxième groupe, il leur montre la même photo. Il dit « Est-ce que vous pouvez me décrire la violence de l'accident ?» La différence, c'est le mot « violence ». Les gens écrivent aussi, ils s'en foutent. 15 jours après, ils prennent le téléphone, ils les appellent un par un, et disent « Vous faites, je ne vous montre pas la photo, mais rappelez-vous, est-ce qu'il y a un morceau de verre par terre ?» Le premier groupe dit « On ne sait pas ». Le deuxième groupe, 10 fois d'affilée pour l'expérience, explique qu'il y avait des morceaux de verre partout. Juste parce qu'il y a eu le mot violence dans la description de la photo. Et si vous regardez sur la photo, il n'y a pas un seul morceau de verre par terre. C'est juste de l'influence sémantique. Ça veut dire que les mots que vous allez utiliser en cours pour décrire émotionnellement ce qui se passe va laisser une empreinte. Et donc, je vous rappelle que quand vous dites à quelqu'un « c'est un âne », et que vous le répétez suffisamment de fois pour qu'il le mémorise, c'est ce qu'on vient de voir, il va finir par l'étiquette mentale. Et l'étiquette mentale, c'est quelque chose qui a influencé, à mon époque, le fait qu'on disait aux filles, elles n'étaient pas faites pour les maths et pour les sciences. Je ferme la parenthèse tellement c'est à vomir. Donc, il va falloir sortir de toutes ces vieilles mauvaises habitudes, pour certaines, et même sortir des neuromythes. Et certains, je vous disais tout à l'heure, pensaient qu'effectivement, l'émotion n'avait pas sa place en apprentissage. Faux. L'émotion a sa place en apprentissage. On démontre même que les marques d'attention augmentent l'implication. Les marques d'attention font qu'on retrouve un peu Syntex qui disait « Si tu veux construire un bateau, n'explique pas aux gens comment faire. Crée simplement dans le cœur de tes gens le désir de la mer. » Et là, ils déplaceront des montagnes. Ils iront quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on se rappelle d'avoir eu un instinct inspirant qui nous a fait nous dépasser. C'est l'effet Pygmalion, en réalité, qu'on pourrait décrire en entreprise et en leadership. Mais le leadership en pédagogie, ce n'est pas un gros mot. C'est un très bel outil. Et puis, il y a l'effet humour. D'ailleurs, vous vous rappelez du nom du circuit là dans le cerveau? Oui, vous vous rappelez, c'est le circuit de Papez. Pourquoi vous en rappelez? Parce que globalement, Papez, on s'en fout complètement. Mais comme je vous ai dit que ça ressemblait au circuit d'El Papel, donc vous avez fait le lien. Et quand je mets juste la photo, vous savez qu'on parle du circuit de Papez. Voilà, l'effet humour permet d'augmenter l'attention, la mémorisation. Donc, quoi faire? Sortir des neuromythes, prendre en compte le fonctionnement cérébral et proposer des bonnes pratiques sur l'attention, l'engagement, le feedback, pour engager la consolidation. Et il faut savoir qu'on ne retient pas bien en mode passif. L'humain est curieux, c'est le carburant du cerveau, c'est dans notre acte de survie. Et à l'inverse, tout ce qui nous ennuie, on n'y prête pas attention. Donc, il va falloir faire en sorte de créer des nouveaux chemins dans les neurones parce qu'on attire la curiosité. Et si on ne fait rien, toutes les 10 minutes, le cerveau part ailleurs. On appelle ça l'errance mentale. Donc, si vous ne rendez pas les gens actifs toutes les 10 minutes par une sollicitation en faisant un peu l'andouille, ce que je fais, mais je le fais tout le temps en cours. Pourquoi? Parce que je bouge, je vous attire dans mon histoire, on appelle ça du storytelling. Alors, si vous ne surprenez pas, si vous n'excitez pas la stimulation, il est logique pour des humains, ils sont des humains comme nous, ils vont perdre le fil des choses.
Et puis, il y en a qui pensent que plus l'apprentissage est concret, plus les gens vont s'y intéresser et mémoriser. C'est le cône d'apprentissage d'Edgar Dahl. Faux. En réalité, ça dépend du contexte. Il y a des gens chez qui ça va marcher, d'autres, ça ne va pas marcher. Et puis, pareil, il y a des gens qui pensent qu'il y a des apprenants visuels, d'autres des auditifs, et que non, il faut varier les styles. Chacun a un canal préférentiel, mais il a été démontré en neurosciences qu'on n'apprend pas mieux par son canal. Peut-être qu'on est plus attiré, mais on n'apprend pas mieux. Et puis, il faut savoir que la courbe de l'attention, de l'engagement, elle dépend de la difficulté. Si c'est trop facile, les gens se lassent très vite. Et même se sentent humiliés, pas respectés, parce que c'est trop facile. Imaginez, vous avez des gens en MBA, vous leur faites faire des additions. Ça n'ira pas. Et à côté de ça, si c'est trop difficile et vous prenez des gens de CM2 et vous leur mettez des intégrales, ça ne marchera pas non plus. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y ait du challenge et que ce challenge, il soit passif, actif, créatif, interactif et bien dimensionné. Que ça marche pour le plus grand nombre. Et pour ça, pour varier, vous avez, bon, moi je fais beaucoup de sailing boats, c'est-à-dire que je mets un bateau, puis je dis il y a des forces, des faiblesses, etc. Je l'ai encore fait hier avec des gens à l'étranger qui se sont investis toute la journée, ils ont amélioré leur schéma qui est visuel. Donc vous vous rappelez, hein, le visuel c'est 50%, etc. Et ça permet d'avoir des idées, des choses, des challenges, des discussions, de jamais faire retomber l'attention. Il y a aussi les chapeaux de Bono, je vous en cite, il y en a 50. Les chapeaux de Bono, c'est chacun parle avec son style, etc., pour mettre de l'animation. Évidemment, vous l'avez remarqué, là je vous raconte une histoire, à chaque fois je raconte des histoires. Les histoires attirent l'attention. L'humour avec Casa del Papel. Et puis vous pouvez mettre l'IA autour de la table. Mettez l'IA autour de la table comme challenger, comme personne qui va vous donner des réponses comme s'il n'y avait pas d'intérêt à vous donner une bonne ou une mauvaise réponse. Très intéressant. Et n'oubliez pas la confiance et les neurones miroirs. Sachez qu'en tout cas, il y a des règles. Si vous donnez des éléments sans logique, vous êtes beaucoup moins bon que quand vous les donnez avec une logique qui est démontrée. Parce que l'histoire est retenue, la logique est retenue. S'il y a un support visuel, c'est encore mieux. Et s'il y a une émotion positive, c'est génial. Donc, entre l'attention et la mémorisation, vous avez tout intérêt à raconter des choses logiques, vérifier qu'elles sont logiques, qu'il y ait un support visuel qui ne soit pas incongru et qui n'engage pas de la fatigue cognitive, et ensuite qu'il y ait une émotion positive ressentie par les autres. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on parlerait de personnalisation puisqu'on a donné les bonnes pratiques? Vous allez voir, on va finir là-dessus, on va tenir le temps, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut que les choses soient atteignables et réalistes. Oui, quand on dit un objectif SMART, hein, vous le savez, en entreprise, c'est comme ça, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Ça veut dire quoi? Ça dépend de la personne, de ses capacités, du jour où il arrive, de sa bande passante. Et réaliste, c'est pareil. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire des objectifs dans votre intention qui soient atteignables et réalistes pour tout le monde, pour que le résultat soit au rendez-vous, l'impact? Non, il va falloir moduler un peu. Évidemment, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder quels sont les besoins de chacun. Pour info, la génération Z, ils ont besoin de Wi-Fi et de batterie. Hein. C'est des besoins en plus de ceux de Maslow. Mais ça, on pourra en reparler aussi. Comment enseigner à la génération Z, c'est un peu différent qu'enseigner à la génération Y. Et puis, finalement, je vais utiliser la même technique qu'en médecine, on utilise quand on met un antibiotique. On tape spectre large. Je veux faire des bonnes pratiques pour que 80% des gens soient atteints du premier coup. Et ensuite, je vais me spécialiser pour les 20% restants parce que j'aurai tellement gagné de temps à faire la bonne pratique du premier coup que j'aurai le temps d'aller faire une approche care, bienveillante. Et pour ça, il faut que je découvre les gens et pour les découvrir, il faut que je me découvre moi-même et eux dans mes biais. Oui, c'est mis un QR code que vous pouvez scanner. Non, c'est une blague. Vous ne pouvez pas le scanner parce que j'ai mis quelque chose dessus. Je sais, c'est stressant. Alors, vous verrez, vous découvrirez un test de biais cognitif dominant que vous pourrez faire pour Igentia et vous allez voir, c'est passionnant, mais je sais que c'est stressant. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit effet teaser, je crois. Ça s'appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est qu'on se souvient d'un truc qui n'est pas terminé. À chaque fois, vous en voulez encore? Ah, ça sera pour la prochaine fois. Eh bien, ça crée une tension cognitive. C'est-à-dire que le cerveau se met en attente en disant, il y a quelque chose qui me manque. Vous savez, c'est un peu quand vous passez, il y a des verres alignés, puis il y en a un qui n'est pas aligné. Eh bien, vous n'avez de cesse que de le remettre au bon endroit, sinon ça vous gêne le cerveau, c'est pas carré, c'est pas rangé. C'est exactement ça l'effet Zeigarnik. Donc, vous pouvez utiliser toutes les techniques qu'on a vues. Vous pouvez individualiser avec l'intelligence artificielle. Faites-le. Je n'arrête pas de leur dire, utilisez l'IA. C'est l'art du prompt.
L'art du prompt, ça veut dire que c'est un peu ce que disait Nicolas Boileau. Ceux qui se conçoivent clairement s'énoncent clairement et les mots viennent aisément pour le dire. Eh ben, si vous faites un prompt pourri, vous aurez une réponse à la hauteur de votre prompt. Ça veut dire que si vous mettez le résumé du cours que vous croyez en 3 phrases ou en 5 phrases, et puis vous demandez à l'IA de vous faire un résumé, et il y a même une application qui s'appelle Google LM que je vous conseille. Vous mettez le résumé dedans et ça vous fait une interview de 2 personnes qui discutent de ce que vous venez d'écrire. Et ben, les gens vont tout de suite s'apercevoir s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris le cours. Et même, vous pouvez le faire en atelier pour que les gens challengent leurs résultats. Et c'est un peu plus fun, un peu plus sympa. L'IA permet de créer des quiz corrigés pour savoir si on a bien compris. Donc, ils prennent mon PDF, ils le cliquent, ils le glissent dedans, ils demandent crée-moi un quiz et ils jouent. C'est plus la peine. Moi, j'ai plus besoin de préparer les quiz. Ils le font comme ils veulent. Ils peuvent même dans le prompt mettre mets-moi un quiz un peu rigolo ou focus sur tel endroit. Moi, j'ai plus de temps à perdre avec ça puisque j'ai un assistant, un super assistant. C'est qu'un assistant, mais j'ai l'IA. Donc, pourquoi pas? Et puis, l'IA est sans jugement. Alors, est-ce que vous en voulez encore? Moi, personnellement, je ne peux plus. Ma bande passante est saturée. J'ai tout donné pour vous, là. Donc, je sais m'arrêter parce que j'ai besoin d'une pause cognitive que je ferai juste après les questions. Et bon, finalement, pour conclure, travailler d'une manière cohérente avec le fonctionnement du cerveau crée de l'efficacité, de l'engagement et améliore les chances de réussite. Si je vais un peu plus loin, les neurosciences permettent finalement de rendre les apprenants et les enseignants mieux capables de produire un résultat commun et de donner de l'efficacité à leur capacité, leur potentiel, et de faire en sorte que leurs points faibles, leurs interférences, n'aient pas d'importance. Et finalement, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, il faut juste intégrer ces nouvelles notions. Et puis, je vous laisse vous faire votre propre idée parce que j'adore le philosophe Alain quand il dit « rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une ». Alors, je vous laisse poser des questions. Merci de votre attention. Merci Elodie, et puis je vais te laisser la main. Et puis juste pour l'effet Zeigarnik, je vous ai remis le QR code pour jouer. N'hésitez pas à jouer votre biais cognitif dominant. Vous verrez comme ça, vous aurez le contact après pour engager des formations complémentaires avec nous. Et puis si vous voulez me connecter sur LinkedIn, vous avez aussi le QR code. 1000 merci. Elodie, je crois que j'ai tenu le timing. Le job est fait. C'était atteignable et je te remercie de m'avoir donné un objectif atteignable. Merci. Avec plaisir. Alors, avant de commencer sur les questions, moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as évoqué par rapport aux différentes générations. Tu dis donc qu'il faut avoir un spectre large. Comment, parce que bon, quand on est intervenant dans une école ou en alternance, on a à peu près toute la même génération. Quand on travaille en formation continue comme moi dans mes équipes, on se retrouve en effet maintenant avec parfois trois générations qui sont ensemble en formation. Donc, est-ce que justement, il faut varier les activités, les approches? C'est quoi tes recommandations pour que tout le monde y trouve son compte en fait et apprenne en fonction de sa génération? Alors, il y a des courbes que je vous ai pas présentées ici, mais ça sera avec plaisir si vous me contactez sur LinkedIn ou toi, Elodie, tu pourras les transmettre, qui montrent comment évolue l'attention et la mémorisation. Vous vous rappelez de la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, hein, quand c'est logique, puis quand c'est logique expliqué, quand c'est logique expliqué avec du visuel, puis de l'émotion. Ces courbes se croisent entre la génération Y et la génération alpha, par exemple, sachant que ça va crescendo. Entre Y, Z et alpha, les courbes vont bouger. Vous avez pour tout ce qui est génération X, génération Y, le sens qui compte. Le pire, c'est de ne pas répondre au pourquoi, au why. D'ailleurs, on dit la génération Y en anglais, why, pourquoi. S'ils ne comprennent pas le pourquoi, c'est un petit peu le cas, même si je suis de la X, mais je me dis que je suis de la Y, ça me fait plaisir. Du coup, si je ne comprends pas pourquoi, je ne fais pas. Les plus jeunes, les Z et les alphas surtout, sont hyper axés sur l'émotion. Et on a un challenge avec eux qui sont dans ce monde des réseaux sociaux où ils ont l'habitude, leur cerveau a l'habitude d'être sollicité en permanence par des choses punchy. Si vous n'êtes pas punchy, vous les ennuyez en 2 secondes. Il va falloir mettre de l'émotion, de l'étonnement, du piège, de l'interaction. Il va falloir les choquer au sens pas choqué émotionnellement. Vous avez vu que le négatif, ça s'imprègne, hein, l'expérience de l'accident de voiture. Mais les choquer au sens comme eux parlent sur les réseaux. Je suis choqué. Ça veut dire, j'ai été suffisamment étonné pour que mon attention reste là et que je reparte pas sur mon smartphone, que j'ai quoi qu'il arrive avec moi en cours.
en mode muet, en mode machin. C'est pas grave. Utilise ton smartphone. Au contraire, je vais te faire des quiz, je vais te faire des sondages, je vais te faire utiliser l'IA. Tu n'es pas venu pour rien avec ton smartphone, t'inquiète pas. Donc voilà un peu la différence d'approche. Et quand tu as des classes hybrides, ce qui est intéressant, c'est de faire ce mélange un peu comme en entreprise, multigénérationnel, parce que le multigénérationnel se rapproche du multiculturel. Et on n'est jamais plus intelligent que quand on est tous ensemble différents. La différence, c'est, je crois que c'est notre ami Belbin qui est mort il n'y a pas longtemps qui disait ça, il y a une hétérogénéité minimum pour que l'intelligence collective s'exprime. Quand les gens pensent tous de la même façon, c'est moins riche que quand ils ne pensent pas de la même façon. Quand j'ai des Y et des Z dans la même salle, waouh, super. Alors attention, c'est un challenge, mais ça veut dire qu'on va en ressortir encore plus de choses que si j'avais que des Y ou que des Z. Si j'ai répondu à ta question longuement. Ouais. Merci. Mais du coup, on a une autre question où la réponse est peut-être similaire, qui vient de Myriam, qui me dit « Comment faites-vous quand il y a plusieurs niveaux dans le groupe ?» Et donc là, on est sur des courbes d'apprentissage qui peuvent être différentes. Alors, je prends le plus petit dénominateur commun. C'est l'humain. Donc, quand je sais que j'ai des humains, peu importe après leurs différences, mais j'ai notion que leur différence va me poser une problématique particulière, je fais déjà dans les 80% tout ce qui marche pour au moins, a priori, de façon prédictible, les gens qui sont en face de moi. Et ensuite, je vais les emmener à faire un travail individuel et complémentaire où ils vont se challenger avec leurs approches différentes. Je n'oublie pas de saupoudrer de l'émotion et du sens. Parce que ça, quoi qu'il arrive, ils en auront besoin à des niveaux différents, mais j'en saupoudre. Et après, je vais insister sur l'émotion pour les jeunes et je vais insister sur le sens pour les moins jeunes. Voilà l'idée. Très clair. Il y a eu pendant ta présentation une question d'Hubert. Alors, je pense que tu as répondu pour partie, qui était qu'est-ce que l'IA impacte dans ces sujets? Donc, toi, tu disais qu'il faut l'utiliser. C'est un super assistant. L'IA me permet d'avoir comme un aide en classe qui va proposer des choses que peut-être même moi, je n'aurais pas pu faire parce que je les aurais pas préparées, parce que je savais même pas quelle était la question. Ça me permet d'être réactif puisque une intelligence artificielle, c'est comme si j'avais un humain finalement, bon, qui invente pas grand-chose, mais qui sait plein de choses, qui va pouvoir, par exemple, je reviens sur le quiz. Tiens, fabriquez-moi, vous de la génération Z, pour mixer les deux réponses. Faites-moi un quiz qui vous ressemble. Donc là, ça demande à réfléchir sur le contenu du cours et à réfléchir sur mes propres biais. Et je demande au Y ou au Z de faire, de Y ou au X de faire la même chose. Et ensuite, on va comparer les quiz et on va dire pourquoi celui-là, il est insuffisant par rapport à l'autre, pourquoi celui-là, il me parle un peu moins qu'à l'autre. Et en réalité, ça permet de repasser le cours. Et repasser le cours, et Ebbinghaus nous explique que c'est comme ça qu'on mémorise, par le circuit de PAPES, c'est ça. Voilà. Et du coup, si je fais le lien avec ce que tu exprimais de dire que finalement, les différentes générations attendaient certaines choses par rapport à la manière dont on les forme, est-ce que l'IA a suffisamment évolué, l'IA générative, pour que tu puisses challenger, par exemple, sur un sujet l'IA en disant rends-moi cette approche plus pour une génération alpha ou une génération Z. Maintenant, oui, parce que l'IA, en tout cas, a été alimentée. Elle est capable de réfléchir, mais elle n'est pas capable d'inventer les livres. Mais on lui a mis dans sa bibliothèque des livres puisque les études sont sorties. Et les IA, je parle des IA sérieuses, un peu scientifiques. Vous pouvez aussi trier les IA et aller chercher des chats plus subtils qui ne font appel qu'à des publications universitaires, par exemple. C'est pas très compliqué à trouver. Même ChatGPT a un onglet, un science. Là, ils ont les bouquins, ils ont la référence. Donc, si tu dis, voilà, fais-moi par exemple une phrase à profil destination génération Z, et puis en dessous, fais-moi une phrase à destination génération X, tu verras que la phrase n'est pas du tout la même. Et effectivement, elle correspond à ça. Et d'ailleurs, dans le test de biais cognitif dominant que vous allez probablement toutes et tous faire, en tout cas, je vous le conseille, vous allez retrouver des questions qui parlent de génération, parce que la génération au sens culturel cognitif va influencer votre biais dominant, votre réflexe de pensée cognitive. Super, merci. Alors, attends, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Lugna demande, y a-t-il une différence entre mémoire et mémoriser?
Attends, Voilà une question on m'a difficile. expliqué Après récemment. 49 minutes de présentation, on me pose une question comme ça. Attends, parce qu'elle poursuit quand même. Elle précise, Luna. Elle dit, on m'a expliqué récemment que pour mémoriser une chose, il doit y avoir une intention de vouloir ressortir C'est ça. l'info à un moment, sinon l'info passe à la trappe. Alors, maintenant, j'ai mieux compris la question et mille merci de la précision. C'est exactement ce que je disais par rapport à la race du chien qui mord et au nom du chien. C'est que s'il n'y a pas un aspect qui éveille l'attention sur le fait que mémoriser sera important, alors bien qu'on ait une capacité de mémoire, de mémorisation, on ne va pas l'utiliser puisqu'on s'en fout. Hein, c'est comme quand vous conduisez, vous partez d'un point A à un point B, vous savez pas qui vous avez croisé, ce que vous avez vu, et déjà, des fois, des gens vous disent « Ah, tu sais, je t'ai croisé en voiture. » Excuse-moi, je me rappelle pas. J'ai pas fait attention. Ah, voilà la réponse. Je n'ai pas fait attention. Si vous mettez pas un focus pour l'attention, effectivement, s'il n'y a pas une notion d'engagement et d'effort, hein, vous vous rappelez ce que j'ai mis tout à l'heure, alors il n'y aura pas mémorisation. La mémorisation, c'est considérer que cet éclair dans le ciel, je dois le flasher, je dois l'enregistrer. Et merci de cette question passionnante, mais au début, je n'ai pas tout à fait compris. Voilà. C'est pour ça que j'ai assisté sur Ah, mais génial, j'adore. Voilà. Il y a Alban qui voudrait connaître l'astuce pour le jeu de cartes. Ah, l'astuce pour le jeu de cartes, bah, vous verrez dans le replay, mais non. Est-ce que je vous le raconte? Bah oui, je vous le raconte. C'est qu'en réalité, tout simplement, c'est pas les mêmes cartes. Mais comme on a un biais qui s'appelle le biais de stéréotype, hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'on vient, quand on parle de diversité et d'inclusion, expliquer pourquoi le cerveau, quelquefois, n'est pas tellement inclusif. Mais bon, passons, fermons la parenthèse. On a un biais de stéréotype. Quand vous regarderez la diapo en replay où il y a le cerveau, les 95%, les 5%, vous verrez que dans les 95%, il y a un truc où on stéréotype. Eh bien, le fait de voir des cartes, c'est un peu comme les chiens et les muffins. Vous avez associé une carte rouge, une carte noire. Vous n'êtes pas posé la question de savoir si j'avais mis les mêmes cartes ou pas. C'est comme ça que la magie fonctionne. En réalité, tous les tours de magie sont comme ça. C'est un détournement de l'attention. Et du coup, j'ai pas mis les mêmes cartes. Donc forcément, votre carte à vous. Et comme dans mon phrasé, j'ai insisté sur le fait que j'allais prédire que j'allais faire ça. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis coach en hypnose aussi et en PNL, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. D'ailleurs, si on doit aller sur la plage un peu plus loin, il y a même d'autres suggestions où je vais dire qu'à 3, vous serez plus détendu, à 1, vous serez ça à 2. Et je donne au cerveau un chemin qu'il suit s'il a envie, bien entendu, mais un chemin qui va aller encore plus loin. Et là, le tour de magie, je vous ai influencé dans ce que vous deviez regarder. Voilà. Je m'en excuse, hein, mais j'espère qu'en tout cas, ça a attiré votre attention. La preuve. Et là, maintenant, vous allez le mémoriser, le refaire et le transmettre. Waouh, j'ai fait mon job d'enseignant. Super. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, voilà, merci à tous de votre attention. Je vous réinvite, comme l'a proposé Stéphane, à faire le test de biais cognitif qui permet d'avoir un résultat quasi instantané puisque vous recevrez via le mail le résultat donc du test. Et puis voilà, je vous rappelle qu'au sein du groupe Identité Éducation, on forme bien sûr à la pédagogie, hein, à travers ce que l'on a évoqué aujourd'hui et notre nouveau titre consultant formateur, mais qui est découpable en blocs et en modules, donc qui permet aussi de juste faire ce dont on a besoin par rapport à l'enseignement. Et puis, comme vous l'avez bien compris, finalement, la neuropédagogie, enfin en tout cas les neurosciences, peuvent également être utiles à tout manager, puisque la mission principale du manager, c'est quand même de faire grandir les autres et donc la transmission. Et ce qui est applicable à un intervenant, à un pédagogue, l'est finalement aussi à un manager digne de ce nom. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Stéphane intervient régulièrement dans nos formations en management parce que justement, cette compétence de la neuroscience s'applique à tous ces environnements où on est en relation finalement avec l'autre. Ah oui, dès qu'il y a deux cerveaux ou plusieurs cerveaux, les relations et le fonctionnement de chaque cerveau peut servir effectivement. Et tu me permets, Élodie, de voir une petite parenthèse sur le fait que on parle souvent de remettre l'humain au cœur du management. Bon, en réalité, il n'a jamais quitté le cœur du management, mais maintenant, on reprend conscience qu'effectivement, on est entre humains. Alors, il y a le stade où on découvre finalement qu'il y avait des humains, puis il y a le stade où on se dit, tiens, il y a des humains, je vais les respecter, mais on ne sait pas trop comment, parce qu'on ne sait pas que nous-mêmes, on ne fonctionne pas comme on croit qu'on fonctionne.
On croit que les autres fonctionnent de façon toujours délibérée, alors que c'est pas tout à fait le cas. Et c'est pour ça que le test de biais cognitif, du coup, que tu proposes et que je me suis fait un immense plaisir à développer en recherche, apporte pas mal dans ces relations, etc., pour mieux comprendre l'autre avec un grand A et de comprendre que les différences de l'autre sont une richesse et sont pas des faiblesses qui impactent par une mauvaise intention. L'intention, elle est toujours bonne a priori, sauf chez les gens pathologiquement toxiques. Mais dans la plupart des cas, les gens sont de bonne intention. Mais peut-être la phrase d'Alicia Cohn, si tu me permets, l'important, c'est de mesurer l'intention et de la lier à l'impact, parce que c'est les autres qui sont experts de notre impact. Et notre intention, c'est juste le début. Ben, c'est bien ça pour terminer sur ce webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Elodie. Je vous invite aussi à compléter le questionnaire que vous allez recevoir pour la satisfaction de ce webinaire. Et puis, j'espère que nous aurons l'opportunité, Stéphane, de partager à nouveau toute ta connaissance à travers d'autres webinaires que nous proposons régulièrement. Voilà. En toute humilité, avec grand plaisir. Merci. Et merci pour vos commentaires. J'ai regardé un peu vos commentaires là. Waouh, je rougis. Ça se voit pas, mais je rougis parce que je suis un peu bronzé là en ce moment, mais je rougis beaucoup. Merci, mille merci à toutes et à tous. Bravo. Et puis quand vous verrez le replay, pensez à moi si vous me voyez sur la plage. Petit voilà. Merci. Merci à tous. Bon appétit. À très bientôt sur nos webinaires. Au revoir. Au revoir.